Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Une scène monochrome sépia pour un effet à l'ancienne un peu poncif qui tranche avec la nature du dessin, synthétique, vif, jeté, expressif. Un décalage déjà drôle au premier regard sur la planche. Au premier plan, une toile sur un chevalet. On y voit une sorte de gros lézard dans un style réaliste tout en petits traits en ombrage, de la hauteur d'un immeuble de 5 étages, dressé sur ses pattes arrière, accroché à un balcon, le regard inquiétant et le sourire plein de dents. Derrière, 2 personnages. Le premier tient la toile. Chevelure longue, chemise ample, moustache et barbe, sue à grosses gouttes, ses yeux prêts à sortir de ses orbites. C'est qu'il se fait engueuler par le second personnage, plus petit, énervé, moustache fine, costard et nœud pape, bouche grande ouverte qui postillonne « Mais enfin, mais qui voudra payer pour voir un dinosaure attaquer d'honnêtes gens ? Faut redescendre de ton nuage, là, l'artiste !» Cette planche d'introduction du chapitre 4 de Nos mondes perdus de Marion Montaigne, où l'on découvre que l'artiste est scientifico-compatible. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Nous sommes au festival à l'école de l'Anthropocène, en direct de Pilot au collège Truffaut à Lyon. Et aujourd'hui, samedi 23 mars 2024, c'est un grand moment pour l'émission et pour moi-même, puisque j'ai l'honneur de recevoir la grande Marion Montaigne. Bonjour Marion. Bonjour, grande, oui. Bonjour Marion Montaigne, on ne vous présente plus, mais je vais le faire quand même. Vous êtes dessinatrice, autrice de bande dessinée, et on vous connaît pour votre blog « Tu mourras moins bête », édité sous forme d'album, puis adapté par Arte sous forme de série animée. Vous avez également publié une BD qui a fait un carton, qui est dans la combi de Thomas Pesquet, et vous venez de publier chez Dargaud un nouvel album. Enfin, je ne sais pas si on dit album dans ce cas-là, parce qu'il fait quand même plus de 200 pages, enfin 200 pages pile même je crois, ah oui, qui s'appelle Nos mondes perdus et qui parle des dinosaures et de l'histoire de la paléontologie. Alors, comme je suis quelqu'un de sérieux, pour préparer cette émission, j'ai regardé votre fiche Wikipédia et vous y êtes présentée donc, comme illustratrice et scénariste de bande dessinée spécialisée dans la vulgarisation scientifique. Et puis, il y a aussi Olivier Jouvray, que j'ai entendu avant-hier, donc Olivier qui est scénariste de bande dessinée et qui parle de vous comme la papesse de la BD de vulgarisation. Alors, pour commencer, c'est quoi, Marion Montaigne, la vulgarisation scientifique et que peut le dessin et la bande dessinée dans ce projet de vulgariser les savoirs scientifiques ? Alors, vulgariser, dans le terme, je pense que vulgaire, c'est pour s'adresser à vous, grand public, mettre à disposition du plus grand nombre une connaissance pas forcément accessible au plus grand nombre. Donc moi, ça me frustre terriblement de me dire, c'est pas parce que j'ai bac pas plus 6 que je peux pas avoir accès à ces connaissances. Enfin, dans leur aspect absolument incroyable. Quand vous allez voir un chercheur qui vous explique les trous noirs et des choses incroyables, juste comme ça, qui vous parle comme vous et moi, qui commence à vous expliquer que maintenant, on se demande si l'espace n'a pas une forme de cube et c'est hyper... Non, c'est pas un cube, mais c'est hyper intéressant. Comment on sait ça, comment on se demande ça, pourquoi tout le monde n'a pas le droit de savoir, etc. Donc c'est l'envie d'aller dans les labos, de regarder ce qu'ils font, de leur poser plein de questions souvent tordues, très tordues, et de le raconter, mais vraiment... de manière désacralisée. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise l'humour. C'est une manière de descendre un peu de son piédestal la science, parce que moi, on me l'a toujours présenté au collège comme le Graal, au collège et au lycée, que c'était fait par des gens trop intelligents pour moi, qui étaient des génies sans réfléchir, et que... donc c'est une manière de dire aussi au grand public, vous aussi, vous pouvez interroger la science. C'est pas parce que vous n'y avez pas accès dans sa forme pure d'intervenir, vous pouvez aussi l'interroger, lui poser des questions, parce que c'est aussi le rôle des scientifiques. Ils ont de l'argent public et ils sont censés aussi vulgariser ce qu'ils font. Mais c'est pas toujours facile. Ils n'ont pas toujours le temps. Alors, je crois, Marion Montaigne, que vous êtes
attaché quand même à la vérité et à l'exactitude scientifique. C'est ce que j'ai retenu des interviews que j'ai écoutées de vous. Et en tout cas, vous le dites là, vous voulez savoir comment ça se passe vraiment. Et donc je vais vous demander, est-ce qu'il arrive que le projet narratif et visuel de la bande dessinée contreviennent au projet scientifique d'établissement de la vérité, parce que la BD, elle a ses codes, elle a ses exigences, son fonctionnement propre, et peut-être que ça recouvre pas toujours complètement les exigences de la science. Comment vous arrivez à réconcilier ça ? Eh ben, on n'y arrive pas toujours. Oui, c'est un débat qu'on a. J'ai même assisté à des thèses où ceux qui interrogeaient le pauvre Thésard disaient simplifier, c'est trahir. Alors moi, je me faisais toute petite en disant c'est exactement ce que je fais. Non, mais c'est vrai qu'on doit faire des choix. Parfois, il y a des choses tellement complexes. Quand je dessine un atome avec une jupe ou une cellule qui se balade, c'est faux, bien sûr. Mais l'idée, c'est juste de donner, moi je vois ça comme une échelle, et je donne un échelon pour essayer de monter plus haut, parce qu'après je vais donner beaucoup de bibliographies un peu plus compliquées. Mais c'est vrai que c'est un peu, on est un peu entre deux chaises, soit on est hyper complexe et on rejoint le chercheur et on perd tout le monde, soit on est hyper simple, on a tout le monde, mais on perd un peu la recherche. Il faut un entre-deux. Moi je pense que c'est surtout donner envie, parce que quand moi j'ai commencé un blog, et je sais que mon blog a été lu le matin quand les gens ouvrent leur mail, donc vers, 8h. On voyait un pic à 8h, on voyait un pic après le repas, et on voyait un pic le soir. Donc c'était typiquement les gens qui procrastinent à reprendre le boulot et tout. Et moi, je me dis, voilà, je dois les intéresser au CRISPR-Cas9. Donc rien que le nom, moi-même, il me faisait peur quand un généticien m'a proposé d'en parler. Donc il y a des techniques pour essayer de dire au lecteur, n'aie pas peur, ça va être intéressant, ne t'enfuis pas, même si tu n'as rien à voir avec ça, ça va t'intéresser parce que tu es un humain, parce que toi aussi tu as des gènes, parce que peut-être que plus tard ça va vraiment changer la médecine, peut-être qu'un jour tu seras soigné à CRISPR-Cas9. Et si évidemment je dessine aussi des petites cellules qui se baladent et avec des petits bras et des petites jambes, ce qui est aussi un débat qu'on a eu avec Olivier, est-ce que c'est pas n'importe quoi ça, et après on s'engueule. En fait, si ça peut vous donner envie plus tard, parce que moi, une fois qu'on m'a expliqué ça, un gentil chercheur que j'aime beaucoup m'a expliqué ça, j'avais moins peur de m'attaquer à des articles dans Le Monde, ou après quand je voyais un article passer, je fais ok, c'est... Donc l'idée, c'est de créer un peu l'étincelle, un peu dans toutes les infos qu'on a, dans le côté un peu intimidant, technique, de donner envie de rendre ça accessible, et de se dire ça, je sais que ça parle de génétique, que c'est important, ou que ça peut changer le monde. Donc c'est ces intentions-là. Après, ça ne prétend pas... Ça prétend pas dire à partir avec ce que je vais te donner, tu vas pouvoir entrer dans un labo et faire laissez-moi faire, je vais tout faire comme c'est pas ça. Donc il faut pas que les scientifiques voient ça comme rigoler n'est pas se moquer, c'est juste rendre ça familier, moins intimidant. Alors, Nos mondes perdus, un album sur vous. Fan de Jurassic Park, mais aussi vous en recherche de vérité, qui partez à la découverte de l'histoire de la paléontologie et de la construction progressive d'un savoir scientifique sur ces monstres disparus que sont les dinosaures. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'origine de ce projet ? Il est difficile à résumer, mais en fait, je crois que je voulais un sujet qui parle de plusieurs choses. Ça parle de dinosaures, mais pas que. C'est aussi un point de départ pour réfléchir à une grosse angoisse que j'ai et qui est très actuelle. C'est si nous, on disparaît, est-ce que les êtres du futur sauront nous recomposer comme nous, on a recomposé les dinosaures ? Donc, comment on a fait ? Est-ce qu'on est sûr de la représentation qu'on a ? Et en vérité, non. Plus je creusais, plus je me rendais compte que c'est une construction qui parle plus de nous, comment on voit ce qui nous arrange, la manière ça nous arrange de voir à certaines époques les dinosaures plus ou moins mous, voire complètement incompétents. Même au début du XXe siècle, c'était vraiment un loser, parce qu'on se disait si dans la grande roue de l'évolution, il est pas resté, c'est qu'il était nul. Et j'ai appris assez tard que
c'est que dans les années 80 qu'on a l'hypothèse de l'astéroïde, mais jusque-là, on se disait il devait être nul. Donc les artistes les représentaient comme des gros patapouf. Vous les voyez souvent seuls. Alors en tant que dessinateur, on voit... Ça m'a amusé parce que moi, je me suis demandé si je voulais être illustratrice scientifique, et on voit les choix des dessinateurs. On voit qu'ils ont un peu galéré, ils ne savent pas quoi mettre comme décor parce qu'il y avait quoi comme plante. Alors vous avez 2 fougères, un palmier, et le pauvre, il est tout seul, il n'a pas de copains, enfin il a pas de rapports sociaux parce qu'on se disait c'est des lézards amorphes. Donc pendant longtemps, moi, pendant mon enfance, j'avais que des dessins de pauvres lézards seuls. C'est pas vraiment des lézards, mais des gros reptiles vraiment teubés, quoi. Et c'est à partir de Jurassic Park que je me suis pris, et beaucoup d'entre nous, on est passé de la grosse bestiole impotente à quelque chose de vif, presque volatile. Et ça a une histoire. Et moi, j'ai découvert ça via Jurassic Park, mais en vérité, Jurassic Park avait 20 ans de retard sur la recherche. Donc, c'est hyper intéressant parce que nous, on a accès à la science via l'art. Je fais de l'art, j'aime la science, et je vois à quel point ça nous imprègne et comment c'est difficile de suivre la science. Si Jurassic Park n'a pas pu aussi être au fait, c'est aussi qu'ils ne pouvaient pas faire de plumes ou de duvet en 3D, etc. Puis c'est moins cool. Enfin vrai, il faut faire venir des gens aussi pour qu'il y ait un peu de... pour que vous ayez des frissons, donc on ne va pas vous les faire avec des petites plumes rouges. Ah si, le dernier, il est rouge, mais... tout mignon. Peut-être qu'ils étaient super mignons avec des petites moustaches, on ne sait pas. Non, oui. quand même pas. Les pustules, c'est mieux que les petites plumes. Les pustules vous font un peu plus peur que... Mais je pense maintenant, ils pensent qu'ils étaient probablement très beaux, avec des couleurs très... Même des UV, comme les oiseaux qui voient des couleurs UV, etc. Donc si ça se trouve, ils étaient super beaux. Mais peut-être des connards, méchants. Certains albums de vulgarisation scientifique relèvent de l'adaptation. Je pense par exemple à Jeanne Puchol, qui était là mercredi, qui a adapté en bande dessinée un essai sociologique qui s'appelle Le genre du capital. Il y a aussi des cas où il y a des équipes qui se forment avec des duos comme la BD de Blin et Jean Covici. Vous procédez différemment, en tout cas dans cet album. Vous n'adaptez pas un ouvrage sur l'histoire de la paléontologie, vous ne formez pas un binôme avec un scientifique, vous menez l'enquête, vous partez seul à la conquête de tout un pan de l'histoire des sciences. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de travail, comment vous êtes pris ? Pour celui-là, c'est vrai que je me suis beaucoup documentée, c'était assez général. Je partais sur l'histoire en gros des dinosaures, donc à moins de trouver un historien des sciences... J'ai rencontré des paléontologues, mais femmes d'ailleurs, qui, et sans le savoir en fait, c'était des spécialistes des reptiles marins. Donc elles m'ont dit non, vous êtes plus sur le terrestre. Donc elles m'ont renvoyé vers un autre. Elles avaient l'humilité de m'envoyer vers des personnes plus spécialisées. Donc je suis allée voir un paléontologue, Renan Alain, mais en fait, je l'ai pas beaucoup. J'ai pas pris son travail. Pour le vulgariser, si je l'ai plus demandé de relire et de me donner des conseils, parce que par exemple, des fois j'allais à la bibliothèque essayer de comprendre comment aux États-Unis on trouvait des os de mammouth, on savait pas ce que c'était, ou de mastodonte, et en fait dans les écrits je comprenais plus rien, je savais plus si les gars ils s'étaient envoyés des fémurs ou des molaires, et je lui ai dit, mais je comprends rien. Il fait, c'est normal, nous non plus. Les gars, ils ont perdu les os. Le gars, il a écrit que c'était une molaire, mais il a confondu avec l'autre. Alors, en plus, si les historiens ne savaient pas. Donc, vous retrouvez dans la même problématique qu'un historien, etc. Donc, lui, il était plus là pour m'aider, pour pas dire de bêtises. Mais c'est vrai que j'ai fait ma petite enquête parce que j'ai un peu peur que quand c'est un spécialiste, il faut se cantonner à sa spécialité. Lui, quoique lui, ça aurait été intéressant, c'est celui qui a trouvé le Pyroraptor, qui est dans le dernier Jurassic Dominion, donc c'est celui qui est rouge, avec des plumes rouges, et qui est français, Cocorico, ça, on le dit peu. Mais ils sont tellement spécialisés, ces gens-là, c'est tellement spécialisé dans un domaine qu'en fait, il y en a plein autour, c'est tout le labo qu'il faudrait suivre, c'est tout le muséum qu'il faudrait suivre, et
Et non, de toute façon, il était assez cool. Il m'a même pas demandé ça. Il n'y avait pas un ego comme ça. Parce qu'il faut aussi savoir gérer les égos de certaines personnalités qui voudraient qu'on fasse le livre sur leur travail. Or, un scientifique, il n'est pas tout seul. Il a des confrères qui le contredisent. Il est pas il est spécialiste d'un truc, mais peut-être pas de l'autre. Donc, c'est mieux d'être un peu plus libre, mais avec des aides. Enfin, moi, je trouve, parce que je ne suis pas au service d'un... Puis ça me permet un peu de déconner et pas d'être un peu libre. Vous dites que... Enfin, je vous ai entendu dire que le dessin est une écriture. Est-ce que, pour vous, il est une écriture pour transmettre ce que vous avez compris, ou c'est aussi une écriture pour comprendre au moment où vous êtes en train de mener cette enquête ? À quel moment il intervient, en fait, le dessin dans votre travail ? Il intervient assez tôt parce que moi, je prends beaucoup de notes dessinées et j'essaye de me représenter ce que je comprends. Mais même les gens que je rencontre, ils essayent de me le représenter, comme ils voient comment je fonctionne. Ils se disent, bah, tu vois, c'est comme si tu prenais un truc, tu le découpais en 4, et là, je vois mieux. Mais le dessin, il vient surtout lors de l'écriture, où là, je vais essayer de trouver des astuces visuelles pour rendre compréhensibles des notions un peu compliquées. Quand j'ai bossé dans la combi de Thomas Pesquet, par exemple, il me disait il faut que j'explique les jets, les forces qui se prennent au décollage, à l'atterrissage, et comment on représente ça. Bah, en fait, il m'a donné la réponse. Pesquet, il disait c'est comme si j'avais une vache charolaise posée sur moi. Votre poids, l'accélération est telle que c'est leur poids est multiplié par... ça donne un indice de combien pèse Thomas Pesquet, vous multipliez par 8. Mais voilà, et ça permet de comprendre la sensation que ça fait d'être dans une accélération, dans une centrifugeuse. C'est vraiment comme si vous aviez quelque chose qui pesait plusieurs fois votre poids. Et donc, j'aime bien trouver des analogies pour se représenter soit au niveau de l'échelle, soit au niveau des sensations, même si, encore une fois, tout n'est pas juste à 100%. Ce n'est pas vraiment une vache qui est sur vous, c'est plus la gravité qui marche. Mais non, le dessin, c'est pour ça que j'aime ça. On peut donner des notions de taille, de proportion, de sensation à moindre coût. Enfin, je veux dire, je peux aller dans l'espace, ça coûtera pas plus cher à dessiner, que ce sera peut-être plus long, mais pas plus cher que vous raconter une histoire à la campagne. Donc c'est ça qui est cool en dessin. Et est-ce que des fois le dessin échoue à représenter ? Est-ce qu'il y a des choses des sciences qu'on ne peut pas dessiner ? Ah oui, déjà mon dessin à moi, mon niveau, il y a des trucs... je dis que l'espace est facile à représenter, mais j'ai un peu sué à faire je suis pas hyper très bonne pour les vaisseaux spatiaux, donc j'ai dû en faire. Et là, il y a des trucs vraiment balèzes. Là, j'ai essayé de faire quelque chose sur les ondes gravitationnelles. J'ai bien sué. Mais c'est pas tant une question de dessin, c'est de trouver des analogies avec de l'impalpable, quoi. Là, on était sur l'astrophysicien qui m'a aidé. Il a pris plusieurs mails pour m'expliquer. Enfin, c'est irreprésentable puisque c'est l'espace qui se dilate et qui se contracte. Donc même quand je dessine un espace qui se dilate, ceux qui sont dedans ne s'en rendent pas compte, donc on ne devrait pas le voir. Donc, d'un côté, on peut visualiser parce qu'on est des êtres assez visuels, mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas visuelles. C'est un support visuel pour des éléments qui ne le sont pas toujours. Donc, ouais, des fois, c'est un peu frustrant. C'est pas facile. On sait que c'est une vue de l'esprit. Mais moi, c'est comme ça que je vois un peu le monde. Toujours j'essaie de visualiser, d'imaginer, d'avoir toujours une représentation même du monde. C'est quoi d'être au milieu d'un microbe, J'ai une vie passionnante. Mais je trouve ça super intéressant. C'est vrai que mais je pense que j'échoue sur certaines notions qui doivent être plus, mathématiques. Les mathématiques, je cale, j'avoue. Je suis plus à l'aise en biologie qu'en physique, visuelle, et que vraiment les mathématiques pures. Et ouais. Oui, ça, plutôt les dinosaures que l'algèbre, quoi. Oui, oui. Ouh là.
Il y a une sorte de mise en abîme dans nos mondes perdus sur le lien possible entre science et dessin. En tout cas, sur le dessin comme outil de représentation et cette science particulière qu'est la paléontologie, puisque vous montrez comment, en matière de dinosaures, la connaissance, elle s'est construite de manière progressive, à la fois grâce aux découvertes de fossiles notamment, mais aussi grâce au travail d'interprétation dessinée des paléo-artistes. Alors aujourd'hui, on voit se multiplier les expériences de collaboration entre des dessinateurs et des scientifiques, mais il y a souvent un rapport de commande où le dessin il vient après la construction du savoir comme un moyen de diffuser des connaissances qui préexistent. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le livre. En tout cas, les artistes, ils co-construisent presque les connaissances avec les savants. Est-ce que cette possibilité de co-construction c'est quelque chose que vous avez trouvé dans votre, au cours de vos différents travaux, et notamment pour votre blog Tu mourras moins bête, puisque vous avez rencontré plein de scientifiques différents. Est-ce que c'est possible en fonction des disciplines peut-être ou des personnes ? J'aurais pas la prétention d'avoir exploré à ce point-là. Là, on parle vraiment de défricheurs qui ont dû vraiment travailler main dans la main avec des chercheurs sur vraiment la représentation qu'on n'avait jamais fait d'animaux. Mais je sais qu'il y a des trucs... moi, c'est pas plus dans la représentation, c'est plus dans l'explication. Je sais que des fois, c'est un peu... utilisé dans les écoles en introduction, un peu, mais pour un peu détendre l'atmosphère, toujours pour ce côté attirer l'attention, dire prendre par la main et dire ça peut être intéressant. Mais je pense pas que j'ai révolutionné le visuel, loin de là, parce que ça, c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'était vraiment un travail à part et particulier d'être dessinateur scientifique. J'ai vu ça au muséum d'histoire naturelle où le paléontologue il regardait un dessin, il fait non, mais un super beau dessin que vous voyez hyper technique avec tous les petits traits. Il a dit à l'illustrateur ça va pas la tête, ça va pas la tête du dinosaure. Donc c'était une sorte de vélociraptor effilé, et il fait maintenant on sait que le cou était plus allongé, plus à l'horizontale, pas comme une poule, mais plus allongé comme ça. Et là je lui fais mais comment vous savez ça ? Et maintenant ils peuvent scanner l'intérieur de l'oreille interne et savoir quelle était l'inclinaison de la tête du dinosaure, et ils savent s'il était plutôt comme ça. Donc là il fait non, vu les cervicales et tout, il avait le cou droit, donc il faut tout redessiner, changer la longueur. Et ça moi, mon dessin 1 me le permet pas parce qu'il est en mode un peu dessin de presse. Si je me mets en mode dessin académique, je pourrais le faire, mais c'est vraiment un autre métier. Là, on est vraiment dans le... Je sais pas comment comparer, c'est vraiment un travail main dans la main scientifique, et on peut pas faire le même récit avec un dessin hyper réaliste que ce que je fais, ça n'a plus beaucoup de sens. Mais par contre, en introduction, des fois, en première approche, je sais que je suis un peu utilisée dans les collèges, mais peut-être pas dans les musées, je sais pas du tout. Si j'étais une fois dans un labo, mais vraiment pour ça c'est un autre domaine, ouais. Mais ça devait être. Moi je viens après, largement loin après, je récupère ce qui a déjà été fait. Mais c'est très technique, ouais. Je ne sais pas si je réponds à la question. Si, tout à fait, merci. Il nous reste une toute petite minute. Ouais. Donc ma dernière question, ce sera celle sur vos références ou vos inspirations. Est-ce que vous avez une référence à partager avec nos auditeurs et nos auditrices, soit sur les dinosaures, soit sur la vulgarisation scientifique, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer et à partager? Je me répète souvent, mais... je pense que ce qui m'a donné envie de faire ce sujet-là aussi, c'est que au début, je voulais presque adapter un livre de Bill Bryson. Il a fait un livre qui s'appelle Une histoire de tout ou presque. Bill Bryson, il est assez marrant. C'est un journaliste
qui a fait American Rigolo, enfin plein de trucs assez marrants. Il a beaucoup d'humour et là il s'est dit j'étais nul en sciences et j'aimerais bien comprendre. Donc là il est de manière très simple mais assez poussée, il va voir des chercheurs et il y va quoi. C'est-à-dire c'est un gros bouquin mais qui se lit d'une facilité déconcertante. Et il va voir chacun, il commence la création, pardon, la création, le monde, comment quand on était amibes, tout, et il va jusqu'aux astéroïdes, jusqu'à la fin du cosmos. Il dit qu'on comprend rien, qu'il a rien compris quand il a abordé la physique quantique. Ouais, Bill Bryson, et il aborde le chapitre sur la paléontologie. J'y suis beaucoup retournée. Il parle. Et en plus, il a une approche très humaine, c'est-à-dire il montre à quel point les chercheurs, certains sont des vrais filous qui se sont. C'est pas il y en a certains, mais on représente toujours le chercheur après coup, quand tout a été digéré. Grand homme, fantastique, Pasteur, merveilleux. Pasteur, il était pas cool, hein, il était dur. Darwin, il vomissait tout le temps parce qu'il était hyper anxieux. Il jouait du piano à des lombrics. Enfin. Il y avait des vrais personnages, et ça, il le raconte très bien. Et les batailles entre eux. Donc Bill Bryson, une histoire de tout ou presque, c'est vachement bien. Très bien. Donc Darwin qui joue de la musique au lombric. On va finir sur cette belle image. Merci beaucoup Marion Montaigne. Donc si vous aimez les dinosaures, si vous aimez le dessin, si vous aimez lire, si vous aimez rire, courez acheter Nos mondes perdus de Marion Montaigne, publié chez Dargaud. Merci à vous. Merci. À suivre sur Radio Anthropocène, c'est La chèvre et le chou sur le terrain. Qu'est-ce que c'est ? Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.